Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour, on va commencer. Bonjour et bienvenue et merci d'être là pour ce premier rendez-vous des rencontres du RT14. Donc avant de commencer à proprement parler la rencontre autour de l'ouvrage de Philippe Coulangeon, nous voulions rapidement évoquer la genèse de ces rencontres. En fait, il y a un moment, donc c'était plus particulièrement en 2019, on avait évoqué l'idée de mettre en place des rendez-vous réguliers pour discuter autour et diffuser, communiquer autour de l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture. L'idée, c'était à la fois de participer à la diffusion de cette actualité de la recherche, mais aussi de créer des espaces d'échange et de rencontres avec des auteurs et des autrices pour leur donner l'opportunité de présenter et d'exposer leur ouvrage et de discuter plus avant, de revenir éventuellement sur leur propre parcours en tant que sociologue et de discuter avec leurs pairs. On avait eu pas mal d'hésitations sur le format à adopter. On hésitait entre faire un podcast avec des interviews plutôt simplement avec l'auteur ou l'autrice ou faire un séminaire. Et donc ce projet-là avait été reporté pour cause de Covid et n'a pu prendre forme que cette année. Et la crise sanitaire, avec toute la mise à distance des autres et le principe du distanciel, nous a confortés dans l'idée de créer un rendez-vous en présentiel. On n'a pas abandonné l'idée de diffuser plus largement, puisque toutes ces rencontres vont être enregistrées, et on est enregistré, donc à la fois l'interview de l'auteur et les échanges avec la salle. Donc, sachez que vous allez être enregistré si vous posez des questions. Ne vous retenez pas pour autant de poser des questions. Et si jamais ça vous pose un problème d'être diffusé, par la suite, vous pouvez vous signaler et on s'arrangera pour que votre question soit communiquée sans qu'on vous entende. Voilà. Pour la diffusion à proprement parler, on s'est lancé dans la création d'un carnet sur hypothèse.org pour le RT14, mais également une chaîne YouTube sur lesquelles vous pourrez retrouver toute l'actualité de ce réseau thématique et notamment ces rencontres qu'on diffusera sur ces espaces-là. Voilà. Voilà, donc une nouvelle fois, merci d'être venu pour inaugurer ces rencontres. Merci à Philippe Coulangeon d'ouvrir le bal. Et la prochaine séance donc aura lieu le 7 juin, c'est ça, autour de l'ouvrage collectif Comment la culture vient aux enfants, qui sera présenté par Florence Éloi, avec une rencontre qui sera interviewée par Élodie Homel. Et ça aura lieu à cette même heure et dans cette même salle. Voilà. Merci à tous. Bonjour Philippe Coulangeon. Merci encore d'avoir accepté l'invitation du RT14. On vous présente plus parmi les sociologues de la culture, mais on va quand même le rappeler, ne serait-ce que pour ceux qui nous écouteront par la suite. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez depuis de nombreuses années maintenant sur la sociologie des pratiques culturelles, sur la stratification sociale des goûts, la construction des inégalités culturelles. Et vous avez publié il y a quelques mois maintenant donc cet ouvrage, Culture de masse et société de classe, le goût de l'altérité, aux presses universitaires de France. Alors pour présenter rapidement l'ouvrage, il est structuré du coup en 4 grandes parties. Dans une première partie, vous revenez sur la définition notamment des notions d'inégalité culturelle, de capital culturel, et vous présentez le cadre théorique et conceptuel. Dans le cadre d'une deuxième partie, vous revenez notamment sur la question de la démocratisation scolaire, ses effets, ses conséquences sur les inégalités culturelles. Une troisième partie interroge plus spécifiquement le renouvellement des modèles de la hiérarchie culturelle, notamment une étude de la recomposition de la structure sociale des goûts. Et pour terminer, une dernière partie met en avant plus frontalement des résultats d'études quantitatives récentes qui étudient l'articulation entre légitimité culturelle et attitude politique.
Donc pour démarrer un peu cette interview, on va notamment commencer par la question de la démocratisation scolaire. Voilà, en gros, est-ce que depuis 30-40 ans, y a-t-il eu une réelle démocratisation scolaire? Cette démocratisation scolaire a-t-elle réellement permis de diminuer les inégalités culturelles au sein de la population française? Merci de cette invitation et de cette première question. Bon, je suis pas à proprement parler un spécialiste de sociologie de l'éducation, même si je me suis pas mal aventuré sur ce terrain depuis quelques années, et en particulier dans ce livre, notamment parce que j'ai pensé effectivement utile de revenir sur la relation qui pouvait exister entre inégalité d'accès à la culture et inégalité scolaire. Alors, y a-t-il eu démocratisation scolaire? Vaste question. C'est vrai que je reviens un peu sur cette thématique qui a beaucoup occupé les sociologues de l'éducation, et pas uniquement les sociologues, alors les économistes aussi de l'éducation depuis 40 ou 50 ans, parce que j'ai ressenti effectivement le besoin de faire quelques mises au point là-dessus, qui est donc sur ce terrain qui n'est pas forcément exactement le mien au départ, mais sur lequel je pense qu'il y a pas mal de confusions qui sont entretenues. C'est-à-dire que je rappelle dans le livre ce que chacun sait déjà plus ou moins, mais que effectivement la massification, la diffusion de l'éducation ne s'est pas accompagnée d'une réduction équivalente de l'inégalité des chances scolaires, comme on dit, que les inégalités d'origine continuent à peser très lourd sur les destinées scolaires. Mais j'ai souhaité quand même me démarquer dans cet ouvrage, aussi bien sur le terrain de la culture que sur le terrain de l'éducation, enfin, ou plutôt sur le terrain de l'éducation, comme je l'ai fait aussi sur le terrain de la culture. J'ai souhaité essayer de me démarquer. Je dis bien essayer parce que je ne suis pas sûr d'avoir été exactement compris dans ce sens-là, mais ce sera peut-être l'occasion de clarifier un certain nombre de choses là-dessus. J'ai souhaité essayer de me démarquer d'un certain pessimisme radical, je dirais, qui entoure les questions de démocratisation, aussi bien de démocratisation scolaire que de démocratisation de la culture. En France en particulier, même si je pense que c'est pas spécifiquement français, même s'il y a une spécificité française sur laquelle on reviendra peut-être, qui est une spécificité de calendrier, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'évolutions qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays comparables ont eu lieu en France sur une période beaucoup plus courte et de manière plus récente aussi que dans d'autres pays voisins. Donc j'ai souhaité malgré tout me démarquer de ce pessimisme radical sur la démocratisation de l'école comme de la culture, parce que je crois vraiment que l'inertie de l'inégalité, enfin la relative inertie de l'inégalité des chances scolaires invalide pas totalement pour autant, enfin loin de là même, invalide pas la pertinence des politiques de diffusion de l'éducation comme de la culture. Parce que dans ce domaine, je pense qu'on fait l'erreur de considérer en matière de culture comme en matière d'éducation, on fait l'erreur à mon avis de considérer que les biens culturels comme les biens éducatifs sont ce que les économistes appellent des biens purement positionnels. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne valent que par les profits de distinction relative qu'offre le fait d'avoir une quantité de biens relativement plus élevée ou plus faible que celle de son voisin. Alors c'est pour partie vrai, mais je pense que c'est pas intégralement satisfaisant de penser ça, parce que ça conduirait à penser que les contenus éducatifs, comme les contenus culturels, n'ont en quelque sorte aucune valeur intrinsèque, mais ne sont que des marqueurs de position dans une hiérarchie sociale ou culturelle. Voilà. Bon.
J'aimerais revenir sur plusieurs points. C'est vrai que vous avez notamment cité le cas particulier de la France. Moi, j'avoue qu'en lisant votre ouvrage, j'ai été assez étonné, notamment de voir l'écart de démocratisation scolaire entre la France et les États-Unis. Je ne m'attendais pas effectivement à voir ça, ça m'a vraiment étonné. Avec effectivement une démocratisation scolaire qui commence aux États-Unis dans les années 20 et qui commence plutôt dans les années 60 en France. Comment expliquer cet écart? Et derrière, est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer un peu c'est quoi la particularité de la France en termes de démocratisation scolaire par rapport aux autres pays, aux États-Unis ou aux pays européens voisins, par exemple? Alors, là-dessus, je vais peut-être pas m'aventurer sur une analyse des raisons de ce décalage, parce que pour le coup, les causes de ce décalage historique entre la France et d'autres pays occidentaux en matière de démocratisation scolaire sont à rechercher dans des caractéristiques sociales et historiques des systèmes éducatifs dont je suis pour le coup pas spécialiste. Il n'empêche que ce décalage, effectivement, m'est apparu important à souligner, en ayant en tête quand même que les écarts de durée de scolarisation sur lesquels on se fonde pour comparer l'histoire scolaire des différentes sociétés sont malgré tout relativement aveugles au contenu éducatif, au contenu des diplômes. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment la précocité de la diffusion de l'enseignement secondaire dans certaines sociétés, notamment dans la société américaine, ne dit pas grand-chose de la stratification interne qui peut exister dans les parcours de scolarisation secondaire aux États-Unis. De sorte que l'écart entre les deux pays n'est pas forcément aussi grand que ne le laisse apparaître la simple comparaison des durées d'éducation. Il n'empêche que effectivement, c'est un point sur lequel les différentes sociétés occidentales se différencient fortement, ce que la plupart des sociétés occidentales, et pas seulement occidentales, parce que c'est un mouvement mondial qui aujourd'hui dépasse le seul monde des pays riches, entre guillemets, ce qu'ont en commun la plupart des sociétés, je dirais, depuis les années 30 ou 40, c'est un mouvement effectivement de diffusion de l'éducation. Ce qui les différencie, c'est le calendrier effectivement de ce mouvement. Et je pense la raison fondamentale pour laquelle j'ai beaucoup insisté dans le livre sur ce décalage temporel, et notamment sur le décalage entre la France et les États-Unis, c'est que beaucoup de comparaisons qui sont faites en matière de sociologie de l'éducation, mais surtout en matière de sociologie de la culture et des styles de vie entre la France et les États-Unis, ce qui est un exercice assez courant depuis que Bourdieu a été traduit aux États-Unis au début des années 90. Beaucoup des comparaisons qui sont faites entre l'Europe et l'Amérique du Nord en général, et plus particulièrement entre la France et les États-Unis. Et je pense en particulier, quand je parle de comparaison entre la France et les États-Unis, je pense en particulier aux travaux de Michel Lamont. Beaucoup de ces comparaisons oublient complètement ce fait-là. C'est-à-dire que la société américaine des années 90, c'est-à-dire au moment où la distinction paraît en traduction anglaise aux États-Unis, est une société dans laquelle la massification de l'enseignement secondaire, c'est de l'histoire ancienne. Au moment où la distinction paraît en 79 en France, la massification de l'enseignement secondaire, c'est une histoire qui est seulement partiellement commencée, puisque nous savons tous que l'essentiel du mouvement de massification du secondaire long, il est intervenu dans la décennie suivante, entre 85 et 95. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie des comparaisons qui ont été faites entre la France et les États-Unis, et une partie des discussions qui ont eu lieu dans le monde académique aux États-Unis autour de la pertinence des thèses de Bourdieu sur le rôle de la culture dans la stratification sociale, sont, à mon avis, assez aveugles à cette différence structurelle tout à fait capitale entre la société française et la société américaine. Voilà. Surtout si on a en tête, enfin, comme chacun sait, que
quand Bourdieu écrit La distinction en 79, il le fait en s'appuyant sur des données qui, pour l'essentiel, ont été collectées 10 ans avant. Donc la société dont parle Bourdieu dans La distinction, c'est une société qui est antérieure à la massification scolaire. La société dans laquelle la distinction est lue aux États-Unis dans les années 90, c'est une société qui est postérieure à la massification scolaire. C'est vrai que vous dites avoir écrit cet ouvrage aussi pour lutter contre certaines formes de pessimisme. Et en même temps, c'est vrai que quand on lit l'ouvrage en question, c'est vrai que Je suis quand même pessimiste. disons que il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont alignés sur le fait que la massification, effectivement, il y a une prolongation générale du niveau de diplôme et qu'il y a quand même les inégalités perdurent mais en se tentent déplacées. Il y a une dévaluation de la valeur des diplômes, donc un crédentialisme, une inflation des niveaux des diplômes et une certaine dévaluation de leur valeur relative. Mais certains travaux que vous évoquez parlent aussi de politiques culturelles qui profitent déjà aux plus pratiquants et aux plus aisés. Il y a même, vous parlez même d'élitisation du système scolaire français. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui donnent pas forcément à voir le côté le plus optimiste de la démocratisation scolaire. Vous, quels sont selon vous les éléments les plus positifs qui sont sortis de cette démocratisation scolaire en France, malgré tous ces constats qui invitent à relativiser son efficacité? Oui, alors sur un certain nombre des arguments que vous avez évoqués là au sujet des limites de la démocratisation et de l'analyse critique qui a pu être faite de la démocratisation scolaire, un certain nombre de ces arguments sont des arguments dont je me démarque en partie dans l'ouvrage, notamment sur Randall Collins et le crédentialisme. Et sur la thèse de l'inflation des diplômes et toutes ces choses-là. C'est des choses sur lesquelles j'avais déjà écrit un peu il y a quelques années. J'avais un peu croisé le fer avec François Dubé et Marie Durubella il y a quelques années quand ils avaient publié un livre de comparaison internationale dont la thèse centrale était quand même celle effectivement de la suréducation. Qu'au fond la suréducation créait un problème de cohésion sociale dans les sociétés modernes. Je dis pas du tout ça, je crois. Je dis pas du tout ça parce que je rappelle ici dans ce livre et ça m'amène à revenir à cette histoire de bien positionnel. Je rappelle quand même que le gros malentendu sur ces questions de démocratisation et d'évaluation des diplômes, c'est le malentendu sur la moyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement à partir du moment où on passe pour le dire très vite, à partir du moment où on passe d'un système scolaire dans lequel 20% des enfants d'une classe d'âge, les plus performants, entre guillemets, scolairement, atteignent le niveau du baccalauréat, à une situation dans laquelle 60% des enfants d'une classe d'âge atteignent le niveau du baccalauréat, ce sont aussi les 60% globalement les plus performants. Il est évident que ces 60% contiennent les 20% en termes de niveau de performance, ils contiennent les 20% de la période antérieure quand le système était plus élitiste, mais s'y ajoutent effectivement 40% qui sont mécaniquement dans un ordre de classement de performance moins performants que les 20% qui étaient drastiquement sélectionnés dans une époque antérieure. Donc, je veux dire, la baisse du niveau moyen des performances et le prix à payer inévitablement pour la massification scolaire. Mais cette comparaison est trompeuse, c'est tout le problème des comparaisons générationnelles. Quand on compare alors évidemment on peut pas empêcher les individus de faire ce genre de comparaison sauvage, c'est-à-dire que un bachelier d'aujourd'hui peut pas s'empêcher de spontanément se comparer à un bachelier de 1960 et de se dire que tiens, le bachelier de 1960 s'ouvrait à lui des tas de possibilités qui s'offrent pas à lui aujourd'hui.
mais le bachelier d'aujourd'hui, premier bachelier de sa famille, issu d'un environnement social dans lequel 40 ans auparavant, la probabilité d'atteindre le baccalauréat était proche de 0. S'il compare sa situation à celle qui aurait été la sienne si cette massification s'était pas produite, il est indiscutablement gagnant. Donc en fait, je pense qu'il faut faire les bonnes comparaisons pour porter un jugement sur les conséquences sociales de la massification. Donc moi, mon point de vue effectivement sur ce mouvement de massification scolaire, c'est que quelles qu'en soient les désillusions, et elles sont inévitables, quelles qu'en soient les désillusions, il reste quand même que les catégories qui en ont bénéficié se trouvent, je le pense, socialement et culturellement mieux loties que si ce mouvement ne s'était pas produit. J'ajouterais aussi par ailleurs, parce que c'est quand même un truc sur lequel il y a quand même beaucoup d'idées reçues fausses. Je pense qu'une grande... Un des arguments les plus courants, je dirais, du discours conservateur sur la diffusion de l'éducation, c'est de dire en substance que la diffusion de l'éducation, mais on pourrait dire la même chose de la diffusion de la culture, ça consiste en gros à donner de la confiture au cochon, pour le dire comme le pensent, je pense, un certain nombre de ceux qui disent ça de manière plus élégante. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que quel est cet argument conservateur? C'est l'argument selon lequel, en fait, la collectivité gaspille des moyens en dépensant de l'énergie et des moyens pour offrir des biens éducatifs et culturels à des enfants et des adolescents qui sont pas à même d'en faire un bon usage, qui conduisent leur famille à faire des sacrifices qui sont déraisonnables. Bon, c'est le vieux raisonnement boudonien sur le fait que les sacrifices engagés par les études excèdent très largement ce que les enfants peuvent espérer en retirer. Donc tout ça, ce sont des arguments qui sont généralement avancés de manière plus feutrée que je viens de le faire là, mais qui sont quand même très très courants dans ce qu'on pourrait appeler la rhétorique réactionnaire, comme disait, son nom m'échappe à l'instant, aidez-moi. Hirschman, voilà, merci. C'est effectivement un des éléments fondamentaux de la rhétorique réactionnaire à la Hirschman, c'est de dire qu'au fond, les politiques d'expansion scolaire sont des politiques coûteuses, dispendieuses et inefficaces parce que ceux à qui elles sont offertes ne peuvent pas en tirer parti. Bon, sauf que c'est faux. C'est-à-dire que c'est faux parce que quand on regarde le bénéfice, alors je ne rentre pas dans les détails de l'argumentation, mais il y a eu un certain nombre de méta-analyses sur ces questions-là, pour essayer de voir quelles sont les catégories qui bénéficient le plus relativement de l'expansion scolaire, c'est-à-dire dont l'expansion scolaire améliore relativement le plus la situation, ce sont les enfants issus des catégories socialement et scolairement les moins dotées qui relativement bénéficient le plus de cette expansion. Ça ne veut pas dire que ce sont eux, évidemment, qui atteignent les plus hauts niveaux dans la hiérarchie des diplômes, mais ce qu'ils gagnent d'un prolongement de l'exposition à l'éducation est relativement plus important que ce que gagnent les enfants mieux lotis. Bon, bref, je ne vais pas développer ce qui est effectivement peut-être un peu marginal dans mon argumentation, encore que ça en constitue un soubassement effectivement important, mais je pense utile de rappeler qu'effectivement il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'inanité des politiques de diffusion culturelle et éducative qui me semblent tout à fait discutables. Concernant aussi la question de la culture de masse, donc vous parlez beaucoup de l'éducation et de la massification de l'éducation. En revanche, c'est vrai que vous parlez moins de la question des industries culturelles, notamment. En fait, ça revient régulièrement dans l'ouvrage, mais plutôt comme des constats, je dirais, comme des points de départ de votre argumentation. Est-ce que vous auriez effectivement quelques éléments sur un peu la place et l'évolution de ces industries culturelles? Parce que
À un moment, vous parlez même de cheval de Troie de la culture de masse à un moment donné. Il y a cette idée effectivement que les classes dominantes semblent avoir perdu une forme de capacité de résistance aussi un petit peu par rapport aux médias de masse, à la culture de masse, et par rapport notamment aux discours critiques qui sont portés sur ce type de contenu et d'industrie culturelle. Vous, quel regard vous portez sur les transformations socio-historiques des industries culturelles et leur capacité à atteindre notamment les classes dominantes? Alors, là aussi, je m'aventure prudemment sur un terrain qui n'est pas totalement le mien. C'est-à-dire, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse de la production culturelle, du monde des industries de la culture. C'est vrai que j'ai abordé la question de l'industrie culturelle dans cet ouvrage en particulier et dans un certain nombre de mes travaux sous l'angle de la consommation des produits de l'industrie de la culture, beaucoup plus que sous l'angle de la production. J'ai délaissé depuis maintenant presque 20 ans le côté production. Je le regrette d'ailleurs parfois, par moment, mais ça c'est une autre histoire. Mais, donc j'ai peur de ne pas pouvoir complètement répondre à votre question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, je crois que c'est un peu la thèse du livre, enfin c'est un peu une des thèses du livre, et c'est un petit peu ce qui est suggéré par son titre. Je pense que les deux massifications, celle de l'éducation et celle de la culture, ont quelque chose à voir l'une avec l'autre. Pour différentes raisons. D'abord parce que la diffusion de l'éducation, elle crée une population de plus en plus nombreuse qui, du fait de son niveau d'éducation, et a une propension plus grande à consommer des produits culturels. Donc au fond, la massification de l'éducation, alors peut-être pas autant qu'on l'espérerait, mais quand même, la massification de l'éducation, elle favorise la demande adressée au secteur de la culture dans son ensemble. La massification de l'éducation, elle crée aussi, et ça c'est effectivement des choses que... Alors, ça fait partie des choses que j'ai délaissées depuis 20 ans, mais c'est quand même des choses que j'observais beaucoup quand je m'intéressais aux professions de la culture. La massification de l'éducation, elle a aussi quelque chose à voir avec le développement du secteur de l'emploi culturel. C'est-à-dire que le secteur de l'emploi culturel, le développement de ce secteur de l'emploi culturel est aussi en partie une conséquence de la massification de l'éducation, parce que la massification de l'éducation met sur le marché de l'emploi eh bien des personnes qui sont particulièrement adaptées ou particulièrement demandeurs de ce type d'emploi, beaucoup plus que dans des sociétés où l'éducation est moins diffusée. Mais du point de vue de je dirais que le troisième élément pour lequel il y a le troisième lien que j'établis entre massification de l'éducation et massification culturelle, il est lié effectivement à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire à la perte de monopole en quelque sorte du pouvoir culturel qu'ont perdu les élites culturelles en quelque sorte à la faveur de la massification scolaire. C'est-à-dire dans un monde scolaire extrêmement élitiste où les caractéristiques sociales et culturelles des collégiens, des lycéens et de leurs familles étaient extrêmement proches de celles de leurs enseignants. Au fond, les normes de la culture véhiculées par l'école correspondaient en partie, pas totalement, mais correspondaient en grande partie aux normes qui étaient véhiculées enfin les normes de l'école correspondaient en grande partie aux normes des familles. À partir du moment où l'école, notamment dans sa partie secondaire, à partir du moment où le collège, le lycée surtout s'ouvre à des populations qui étaient traditionnellement plus éloignées de l'école, cette espèce de relation culturelle verticale entre l'école et les élèves se modifie quand même assez largement. Moi, j'avais été assez convaincu il y a maintenant
15 ans par ce que Dominique Pasquier exposait à ce sujet, c'est-à-dire le fait que dans un contexte de massification scolaire, la transmission culturelle se fait de manière de moins en moins verticale et de plus en plus horizontale. Donc autrement dit, l'école non seulement est le lieu d'une certaine confrontation entre les normes de la culture scolaire et des normes qui lui sont extérieures, mais c'est même de plus en plus le lieu principal de diffusion des produits de la culture de masse, je dirais, les principaux lieux de médiation culturelle sont aussi dans les cours de récréation, dans les produits, les musiques, les jeux, que les enfants et les adolescents s'échangent entre eux et qui peuvent être extrêmement éloignés des normes de la culture scolaire. Donc c'est dans ce sens que effectivement il y a un lien très fort à mon avis entre ces deux massifications. Et donc l'univers culturel des élites diplômées peut difficilement être totalement hermétique à des produits de la culture de masse qui sont, je dirais, l'arrière-fond culturel de la vie sociale de tout un tas d'institutions, y compris de l'institution scolaire. Dans l'ouvrage, vous développez notamment deux modèles de légitimité, une légitimité qui serait établie, donc on pourrait dire classique, et une légitimité émergente qui est notamment fondée sur un rapport à l'altérité, à l'ouverture sur le monde, à la mobilisation d'un capital qui serait multiculturel. Et vous faites notamment de l'âge, et en fait plus spécifiquement de la génération, le facteur un peu qui scinde ces deux modes de légitimité-là. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir plus généralement sur cette proposition-là et par la suite, est-ce que vous pouvez un peu prolonger est-ce que cette différence, l'essor d'une nouvelle forme de légitimité qui est effectivement différenciée par la génération, est-ce qu'elle est aussi le résultat, plus généralement, d'une distance croissante entre générations, également d'un point de vue politique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue informationnel? Est-ce que ça se prolonge sur d'autres aspects que les consommations culturelles? Alors oui, cette dimension générationnelle, elle me paraît effectivement très importante. Alors je pense qu'elle me paraît très importante à prendre en compte, mais je pense en même temps qu'il ne faut pas la surestimer. Donc j'essaie de lui accorder la juste place qu'elle mérite. C'est-à-dire que je ne crois pas que la lutte des générations a remplacé la lutte des classes, pour le dire rapidement. Mais je suis fondamentalement convaincu que dans le domaine culturel, comme dans d'autres domaines, j'y viendrai effectivement, cette dimension générationnelle alimente non pas une disparition des frontières, mais la reconfiguration continuelle des frontières. Je lisais ce matin dans le travail d'un étudiant une citation d'un historien que je connaissais pas bien, Philippe Groski, qui a participé à un ouvrage collectif il y a quelques années sur l'apport de Bourdieu à l'histoire. Et il dit quelque part quelque chose comme la reproduction de la distinction requiert la transformation de la distinction. Et qu'effectivement, ça je crois que c'est un point. Alors c'est pas propre au livre que j'ai écrit l'an dernier là-dessus. C'est vraiment quelque chose un constat qui m'accompagne depuis 15 ans que je travaille sur ces questions-là, que effectivement la distinction sociale et culturelle comme processus, ça me paraît quelque chose d'assez robuste. En revanche, il y a parfois une certaine illusion de fixité des formes de la distinction qui me semble par contre
pas tenable au regard simplement des données empiriques. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, les formes de la distinction culturelle en 2020 ne sont pas les formes de la distinction culturelle en 1970, et que derrière ça, il y a effectivement du changement générationnel. Et derrière changement générationnel, j'entends vraiment la génération au sens fort du terme, au sens de Mannheim, c'est-à-dire au sens de l'expérience fondatrice partagée, c'est-à-dire le fait que différentes cohortes de naissance sont exposées à des circonstances, à des expériences fondatrices différentes qui vont les accompagner tout au long de leur vie. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez puissant et d'assez banal. Là, pour le coup, si on revient au côté production culturelle, je pense que c'est pour ça que je trouve parfois un peu étonnant qu'on ait si longtemps négligé cette dimension générationnelle dans l'analyse de la stratification sociale des attitudes culturelles, parce que les spécialistes de la production culturelle, cette dimension générationnelle, ils la pratiquent et ils la connaissent depuis toujours, parce qu'ils savent très bien que c'est le moteur de l'industrie de la culture, cette dynamique générationnelle. Donc oui, je pense que cette dimension générationnelle, elle me paraît extrêmement importante. Elle n'est pas nouvelle, hein. Je pense qu'en fait, c'est simplement qu'on l'a regardée moins par le passé. Je reviens à Bourdieu. Lorsque la distinction a été publiée en 1979, quelques mois après, Nicolas Herpin avait fait un compte-rendu de la distinction dans la revue française de sociologie, dans lequel il pointait le fait que, dans ce compte-rendu, quand on regardait un peu attentivement certains des graphes et certains des tableaux de données dans la distinction, on voyait très clairement apparaître des différences selon les classes d'âge. Alors, plus ou moins interprétable en termes d'âge ou en termes de génération. Mais enfin, lui, il suggérait une interprétation générationnelle qui était là dans les données, mais que Bourdieu ne commentait pas. Tout ça pour dire que cette dynamique générationnelle, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais auquel on n'a peut-être pas forcément prêté l'attention nécessaire par le passé. Oui. Dans l'ouvrage, c'est vrai que vous éclairez notamment beaucoup cette légitimité émergente du côté d'une logique d'appropriation notamment des cultures populaires sur lesquelles on adapte notamment des grilles d'analyse esthétique un peu classiques. Mais ce qui n'a pas également intérêt à penser aussi le rôle des individus des classes populaires, notamment dans un contexte de massification scolaire, à être capable de mobiliser notamment par leur socialisation scolaire des outils d'analyse réflexive, d'analyse esthétique sur des biens qui seraient des biens sur lesquels ils ont un intérêt particulier, des biens qui seraient peu légitimes. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement à voir aussi à l'inverse ce qu'on connaît bien par ailleurs sur la question de l'autonomie des classes populaires. Est-ce que cette émergence, cette légitimité, légitimité émergente, est-ce qu'elle peut pas aussi se voir du côté du travail des classes populaires à valoriser leur propre culture entre guillemets? Oui, alors j'avais pas répondu à la deuxième partie de votre question, mais vous y revenez. Oui, sur cette forme je vais employer le terme d'appropriation, même s'il est chargé de connotations dont j'étais un peu éloigné il y a quelques années, mais que je prends de plus en plus au sérieux. Je vais essayer peut-être de développer ce point-là. Cette forme d'appropriation des répertoires populaires par les classes supérieures. C'est vrai que je développe un peu ce point-là dans le livre, et je vais y revenir. C'est pas du tout pour nier ce que vous dites par ailleurs. C'est-à-dire ce qu'ont mis en avant depuis longtemps les auteurs des cultural studies, c'est-à-dire effectivement cette capacité d'autonomie culturelle des classes populaires. Enfin, puis toute la discussion qui a pu exister entre Passeron et Bourdieu au moment où cette discussion qui n'a pas existé justement. Enfin, cette discussion à distance qu'on a pu comprendre en lisant entre les lignes Passeron
et Grignon d'un côté, puis Bourdieu quelques années après dans les Méditations pascaliennes, toute cette discussion qu'il y a pu avoir sur l'autonomie du populaire. Non, il ne s'agit pas pour moi de revenir là-dessus et de nier effectivement non pas l'apport, mais la lucidité, enfin c'est plus que l'apport, c'est la lucidité sociologique, je dirais, de ces auteurs sur la capacité d'autonomie culturelle et je dirais même contre-culturelle des classes populaires. Je suis effectivement convaincu qu'il a pu exister et qu'il existe sans doute toujours d'ailleurs une forme de misérabilisme dans le regard qui est parfois porté sur les relations culturelles entre les classes sociales. Et donc là-dessus, je suis d'accord. Bon, même si effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer les capacités d'autonomie culturelle des classes populaires. Moi, j'aime bien quand même cette phrase de Bourdieu dans les Méditations pascaliennes, justement, à propos du relativisme culturel. C'est-à-dire le sociologue, en substance, il écrit quelque chose comme ça, le sociologue peut bien être relativiste, le monde social, lui, ne l'est pas. Oui, donc effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'on peut tous défendre par position morale, une forme plus ou moins affirmée de relativisme culturel. Ça ne nous empêche pas d'observer que dans la réalité de la confrontation entre les groupes et entre les répertoires culturels dont les groupes sont portés, qu'il y a certains répertoires culturels qui sont plus valorisés que d'autres dans certaines sphères, dans la sphère scolaire notamment, mais pas uniquement. Moi, j'ai quand même été très intéressé dans les années récentes par un certain nombre de travaux de sociologues, notamment au nord de l'Europe ou en Grande-Bretagne, de sociologie des élites. Je pense en particulier au bouquin de Friedman et Lorison sur les forces de rappel de l'origine sociale dans les métiers d'élite où au fond les jeunes salariés des métiers d'encadrement d'élite sont sans arrêt rappelés implicitement à leur origine, notamment par des petites allusions de décalage culturel qui sont, à mon avis, des témoignages du fait que, quelle que puisse être l'autonomie culturelle des classes populaires en situation de massification scolaire, malgré tout, il reste que la valeur symbolique des différents répertoires est pas la même dans un certain nombre de situations scolaires, professionnelles ou autres. Je reviens sur le terme d'appropriation. Moi, j'ai commencé à travailler sur toutes ces questions-là, en fait, à la toute fin des années 90, enfin au début des années 2000, à un moment où on discutait beaucoup en France des travaux qui avaient déjà quelques années, des travaux de Richard Peterson, notamment aux États-Unis, sur cette histoire de l'omnivorisme, cette idée qui est devenue maintenant une espèce de pontosane de la sociologie des goûts, que au fond ce qui est distinctif, c'est pas le savant versus le populaire, c'est l'éclectisme des goûts versus l'enfermement dans des répertoires uniques. Bon, donc il y a eu énormément de travaux là-dessus, une profusion de travaux auxquels j'ai versé ma contribution moi aussi comme d'autres. Longtemps, on s'est pas trop interrogé sur ce que signifiait cette histoire d'éclectisme et d'omnivorité. Et j'ai voulu revenir un peu dans ce livre, parce que j'avais été il y a 2 ans, j'avais été prof invité à l'ULB à Bruxelles et j'avais été un peu titillé par des étudiants là-dessus et ils m'avaient un peu fait chier, mais ils avaient raison en fait. Ils m'avaient un peu dit que en gros j'étais un sociologue un peu ringard, qu'ils n'avaient pas tort, c'est-à-dire que j'avais pas complètement pris au sérieux tous ces débats très contemporain maintenant sur ces questions d'appropriation culturelle, que vous connaissez tous, et que c'est vrai, je ne connaissais pas très bien au moment où on est venu me chercher sur ce terrain. Et je crois effectivement, je l'ai exprimé de différentes manières dans le bouquin,
que dans cette espèce de norme émergente de légitimité culturelle qui est moins une légitimité savante qu'une légitimité éclectique, il y a quelque chose de profondément ambigu. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'appropriation culturelle qui est mise en avant et dénoncée par un certain nombre de mouvements militants en Amérique du Nord et de plus en plus en Europe. Je parle à différents endroits du bouquin de formes de gentrification culturelle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire le parallèle qu'on peut faire entre le monde de la culture et puis les dynamiques de peuplement à l'échelle des grandes métropoles, où on sait bien ce que c'est que la gentrification. C'est-à-dire les populations, les classes populaires sont chassées de leur zone d'habitat initiale du fait de l'engouement pour ces zones venant de fractions des classes supérieures qui, du fait de mouvements de spéculation immobilière, peuvent plus trouver à se loger dans les quartiers riches. Et bon, il y a un mouvement d'expulsion de ces populations de leur zone d'habitat initiale. Je pense qu'effectivement, on peut parler de la même façon un peu de gentrification culturelle, en ce sens qu'à partir du moment où certains domaines de la culture populaire deviennent des lieux, deviennent des répertoires investis par des catégories socialement et culturellement privilégiées, ils peuvent venir en quelque sorte en expulser d'une certaine façon, en désapproprier, en dépouiller effectivement les populations d'origine. On pourrait faire l'histoire sociale d'un certain nombre de mouvements esthétiques dans lesquels on trouverait des choses qui sont de cet ordre-là. Bon, je me suis intéressé pas mal au jazz il y a longtemps. Si on fait l'histoire du jazz sur le long terme, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la gentrification culturelle. Je pense qu'il ne faudrait pas pousser beaucoup pour dire que certains segments de la scène du rap aujourd'hui sont pas complètement indemnes de certaines formes de gentrification, c'est-à-dire de fait que dans le domaine dans le domaine chorégraphique, par exemple, l'entrée des danses urbaines dans les scènes nationales qui étaient plutôt des scènes dédiées à l'expression contemporaine ou classique, c'est à la fois de la consécration, mais c'est aussi une manière de tenir à distance le public d'origine, je dirais, de ces répertoires. Donc j'ai un peu réfléchi, même si c'est vraiment très embryonnaire de mon point de vue, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu percuté, je dirais, il y a 2-3 ans, simplement pour dire que cette histoire d'omnivorité, d'éclectisme, je crois que c'est un truc assez ambivalent, en fait. Bon, voilà. Dans le cas notamment d'une forme d'hétérogénéisation des régimes de légitimité, notamment des légitimités établies émergentes qui sont, on peut le penser, au moins partiellement antagonistes. Ouais. Est-ce que ça pose pas des questions effectivement de systématiquement décrire l'espace social par le très haut et le très bas, dans un cadre où plusieurs sociologues notamment, et depuis longtemps, ont montré des logiques de moyennisation, avec notamment des classes moyennes qui gagnent en place, qui gagnent en ampleur, et des classes moyennes qui sont systématiquement caractérisées comme étant dans des places intermédiaires entre le très haut et le très bas, et jamais des fois pour ce qu'elles sont, en tout cas rarement, même si certains ont travaillé là-dessus. Donc la question c'est quelle place on donne effectivement aux classes moyennes. Est-ce que quelque part elles ont un rôle à jouer qui est le leur et qui est leur place à elles, et qui n'est pas juste la place intermédiaire entre des classes populaires et des classes sup. Oui, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Je pense que c'est effectivement très pertinent ce que vous dites là, et que je pense que c'est sans doute un peu un point aveugle c'est mon côté un peu binaire, quoi. Je pense que j'ai un peu de mal avec les classes moyennes, effectivement. Non, j'ai un peu de mal avec les classes moyennes parce que je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai un peu de mal avec les classes moyennes. Une des raisons, elle est un peu anecdotique, mais c'est que j'ai quand même beaucoup côtoyé Louis Chauvel, et que l'obsession le problème de frontière des classes moyennes, avec le fait qu'en gros la limite supérieure des classes moyennes, c'est toujours ce qui est juste un tout petit peu au-dessus de soi. Donc
Voilà, à 30, chez les universitaires, à 30 ans, les classes moyennes, ça s'arrête au-dessus des maîtres de conf. À 45, ça commence à prof d'université. Et à 50, c'est les profs de classe exceptionnelle uniquement qui sont pas dans la classe moyenne. Donc, toujours un petit peu un problème avec cette espèce de glissement. C'est assez pratique, les classes moyennes, pour faire disparaître les classes sociales, quoi. Enfin, j'ai sans doute été... non, mais je plaisante, mais c'est à moitié une plaisanterie. C'est-à-dire que ça fait maintenant 15 ans que je suis dans un labo, l'Observatoire sociologique du changement, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom, enfin, puisque comme on observe essentiellement de l'inertie, c'est un peu dommage de s'appeler comme ça, mais je suis dans un centre de recherche qui a été fondé par Henri Mandras, la moyennisation, tout ça. Je suis tellement pas convaincu par ces histoires de moyennisation que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai un problème avec les classes moyennes. Donc oui, j'ai un problème avec les classes moyennes. Pour autant, je pense que vous avez raison, vous avez amplement raison de souligner que je traite injustement l'autonomie culturelle et politique des classes moyennes. C'est-à-dire que je pense que je pense qu'il faudrait effectivement réviser un certain nombre de choses que j'avance dans ce livre en insistant davantage sur le point de vue intrinsèque et le rôle intrinsèque des classes moyennes. Indirectement, il en est quand même pas mal question. Pourquoi je dis indirectement ? Parce qu'en fait, les classes moyennes, elles sont au cœur de la double massification dont je parle. Le cœur de la massification, en fait, aussi bien scolaire que culturelle, c'est quand même les classes moyennes, au moins initialement. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que pour le coup, je cède à une forme de raisonnement un peu binaire et peut-être un peu misérabiliste, oui, sur les classes moyennes. Bon, j'espère que Louis Chauvel m'en voudra pas trop si un jour il entend ce que je viens de dire, mais bon, lui il sait ce que je pense. Donc. Est-ce que par hasard il n'y avait pas aussi un effet qui serait un effet presque méthodologique, notamment le recours aux ACM, qui aurait tendance notamment peut-être à mettre en avant les cas les plus extrêmes aussi, et donc c'est vrai que notamment le modèle de légitimité que vous mettez ici en place, il part notamment d'une étude quantitative à partir d'une ACM et d'une classification ascendante hiérarchique. Est-ce que ça ne serait pas par ailleurs aussi un élément qui est lié en fait, à la méthodologie employée aussi par ailleurs ? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, même si une des vertus de ces méthodes-là par rapport à d'autres méthodes existantes, c'est quand même précisément de pas être complètement le nez dans le guidon des indicateurs de tendance centrale. C'est-à-dire, je pense quand même qu'une des vertus des méthodes dites d'analyse des données à la française ou d'analyse géométrique des données, c'est quand même effectivement de garder au moins en tête une vision de la dispersion des situations. Il y a quand même effectivement une tendance à un moment donné, quand on veut résumer l'argument, à résumer l'argument à grands traits par des systèmes d'opposition un peu simples à faire passer. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que j'ai fait le choix sur lequel j'ai longuement hésité parce que c'était un peu problématique quand même. J'ai fait le choix dans la dernière partie de l'ouvrage de travailler sur une enquête qui est méthodologiquement très robuste mais qui porte sur un échantillon assez réduit. J'ai fait le choix de travailler sur ces données-là parce qu'elles présentaient l'intérêt quand même de lier ensemble des données sur les attitudes culturelles et sur les attitudes politiques, ce qui dans le monde de la statistique française n'est pas si fréquent, donc j'étais content d'avoir ça sous la main. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir ça sur un échantillon plus gros. En même temps, le fait que même sur un échantillon pas très gros, on voit apparaître des écarts significatifs sur un certain nombre de trucs, ça tend à me rassurer quand même un peu. Mais par contre, ce que ça fait perdre, c'est effectivement une finesse d'analyse dans la différenciation des groupes sociaux et notamment, on revient à la question des classes moyennes, notamment, je dirais, au centre. Donc oui, il y a cette espèce de polarisation du raisonnement. Vous avez parfaitement raison, elle est en partie le produit des choix de méthode, c'est pas faux. C'est vrai que sur la dernière partie, du coup, vous revenez sur l'articulation entre les régimes de légitimité et les études politiques, notamment en fonction des degrés de libéralisme culturel et degrés de libéralisme, on va dire, économique. Est-ce qu'on aurait intérêt à systématiser le recours à ces variables d'orientation politique, y compris dans des enquêtes type PCF, par exemple ? Et par ailleurs,
Et j'ai oublié ma deuxième partie, mais je vous laisse. Est-ce qu'on a intérêt déjà à systématiser effectivement ces variables d'études politiques dans d'autres types d'enquêtes également, voilà, la pratique culturelle des Français qui ne mobilise pas du tout en fait ce type de variables-là pour expliquer les pratiques culturelles. Oui, tout à fait. C'est à mon avis une des vertus donc des données que j'ai utilisées dans la dernière partie du livre, qui sont des données qui sont issues du panel Ellipse, qui est une enquête qui est réalisée sur un échantillon de population entière c'est une collaboration, c'est pour l'essentiel une collaboration entre Sciences Po et l'INED. Il y a d'autres partenaires, mais c'est quand même le cœur du truc, c'est quand même ça. Et c'est vrai que les enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des enquêtes qui remontaient à la période du pilote de l'enquête, donc sur un échantillon assez restreint. Aujourd'hui, c'est un échantillon qui est plus large. Il existe ce genre d'enquête dans d'autres pays. Il y a un panel un peu similaire en Allemagne, le panel, le Gesis panel. Bon, je pense que je pense que ces études l'existence de ces données sont très précieuses parce qu'elles permettent de dépasser ce qui, à mon avis, est une grosse limite des travaux inspirés de Bourdieu, et je dirais inspirés du Bourdieu de la distinction surtout, qui est souvent des travaux qui sont quand même très focalisés sur les attitudes et les consommations culturelles. En partie, là aussi, pour des raisons, non pas de méthode, mais pour des raisons de disponibilité des données. On a un peu partout dans le monde des enquêtes régulières sur les goûts. Puis c'est pratique, ça marche bien. Enfin, je veux dire, globalement, alors on discute beaucoup sur est-ce que les principes de classement sont bien ceux dont Bourdieu parlait, etc. Ok, mais il n'empêche que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que les goûts se distribuent pas au hasard. Alors c'est peut-être pas uniquement une question de classe sociale, c'est du genre, c'est de l'âge, c'est tout un tas de choses, mais n'empêche que ça marche, ça se distribue pas au hasard. Bon, et on le fait trop peu sur d'autres domaines. J'aperçois Mathieu Ferry qui se cache derrière son masque, mais je l'ai quand même reconnu. Je pense qu'il faut encourager ce type de démarche sur des consommations beaucoup plus ordinaires, les consommations alimentaires, les achats électroménagers, enfin tout un tas de trucs comme ça. Je pense que je dis ça parce que c'était très central je pense dans le projet de Bourdieu au moment de la distinction, mais la postérité de l'ouvrage, notamment dans le monde anglo-saxon pour le coup, a retenu essentiellement l'aspect culture. Pour beaucoup de lecteurs pressés de la distinction, la distinction c'est un manuel de marketing socioculturel, quoi. Enfin, c'est un truc pour que les directeurs de théâtre communiquent mieux avec avec les abonnés de Télérama. Enfin non, j'exagère, mais ça peut être lu très rapidement comme ça, alors que c'est pas ça, que l'ambition était bien sûr beaucoup plus vaste que ça. Et je regrette effectivement qu'il n'y ait pas suffisamment de travaux inspirés de cette démarche portant sur des consommations, des domaines de pratique, d'attitude, d'opinion, etc., qui ne soient pas uniquement, liés à la culture. Non pas que je ne m'intéresse pas à la culture, mais parce que je pense que c'est intéressant justement de situer les questions culturelles par rapport à d'autres questions, et notamment par rapport aux questions culturelles. C'est un truc c'est une question qu'Olivier Donat, quand il s'occupait des enquêtes pratiques culturelles au ministère de la Culture, avait fortement en tête. Il avait beaucoup insisté dans l'enquête de 88 pour qu'on introduise des questions sur les attitudes politiques. Alors il n'a pas obtenu complètement gain de cause, puisque je crois que dans l'enquête de 88, il y avait une question sur l'auto-positionnement politique, une question type Sevipov sur comment vous placez sur une échelle droite-gauche. Donc c'était mieux que rien, mais c'était pas suffisant. Donat aurait bien aimé effectivement qu'on puisse faire dans le cadre de PCF ce qu'on va, je pense, pouvoir faire de plus en plus dans les années qui viennent avec des dispositifs type Ellipse, où on pourra croiser des dimensions d'attitude culturelle, d'attitude politique, d'attitude à l'égard de l'environnement, questions liées à la famille, à la sexualité, enfin toutes ces choses-là où je pense qu'il faut mettre, c'est un petit peu ce que j'ai défendu dans un papier que j'ai fait pour un bouquin collectif justement qui a été publié à l'INED à partir du panel Ellipse, pour essayer de mettre à l'épreuve précisément cette idée d'homologie structurale qui est très, que Bourdieu a beaucoup défendu, sans qu'on puisse vraiment empiriquement la mettre à l'épreuve. Moi, je pense que ça vaut le coup de mettre ça à l'épreuve, et on découvrirait, si on le faisait vraiment systématiquement, que
Ça marche sans doute plus ou moins, ça marche peut-être pas autant que Bourdieu le prétendait, mais on trouve sans doute des choses qui ressemblent un peu à de l'homologie. Enfin, en tout cas, il faut aller voir ce que ça donne. Oui, moi je plaide pour qu'on fasse ce genre de choses, oui, bien sûr. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que là, j'y pense en fonction d'idées. Je suis actuellement dans un projet de recherche collaboratif entre des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en informatique et une plateforme de streaming française que je ne nommerai pas, mais que vous aurez tous reconnue. Et on voulait faire ça. On voulait faire ça notamment parce qu'on voulait, comme on a une masse de données considérable, on voulait explorer en particulier le public du rock identitaire, le métal d'extrême droite ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai failli dire chez Deezer, bah si, je l'ai dit, chez Deezer, ils n'étaient pas trop pour qu'on aille voir ça parce que ça les met pas très à l'aise par rapport à... Bon, ce que je comprends, hein, cela dit, hein, c'est un peu compliqué, mais je pense que moi, ça m'amuserait d'aller voir des trucs comme ça, oui. J'adore le métal. Pardon, oui. Allez, on arrive au bout de cette heure d'interview, mais j'aurais une dernière question qui est un petit peu, c'est un peu plus éloigné de l'ouvrage, mais qui pose aussi le rôle aussi des sociologues de la culture. J'espère que la question ne va pas vous paraître bizarre, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer en tant que sociologue de la culture? C'est-à-dire que quand Bourdieu, à un moment, met à jour notamment les relations de pouvoir qui ont lieu notamment sous la forme des biens culturels et des relations symboliques qu'il y a entre les biens culturels, est-ce que c'est pas exactement aussi ce type-là de discours qui permet aussi aux classes dominantes d'une certaine façon de s'approprier ce type de discours-là et de les détourner? C'est-à-dire, est-ce que en partie, les transformations des hiérarchies de la légitimité culturelle-là sont pas aussi liées partiellement à une sociologisation des acteurs et au passage dans la doxa et dans le registre courant de concepts, de conceptions sociologiques? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est-à-dire si vous voulez dire le fait de... Très probablement, je pense qu'aujourd'hui, des directeurs d'institutions culturelles, des personnes qui sont à la tête des politiques culturelles, ont connaissance notamment de plus en plus des théories sociologiques sur les hiérarchies culturelles et dans quelle mesure est-ce que justement, là, quelque part, le fait d'avoir levé le voile en partie sur les rapports de pouvoir qui structurent notamment la consommation culturelle parmi d'autres types de consommation notamment, ne participe pas en fait très activement, d'une certaine façon, au fait que les lignes puissent bouger en fait parce qu'elles sont explicites et que du coup, dans la logique en tout cas de garder toujours une relation de distance entre des classes supérieures et des classes populaires notamment. Dans quelle mesure est-ce que ça ne joue pas aussi du coup un peu quel est aussi le rôle aussi des sociologues de la culture par rapport à ça? Oui, alors j'ai pas de réponse mesurable à cette question. J'ai que des impressions, donc ça vaut ce que ça vaut. Enfin, c'est-à-dire pas grand-chose, mais j'ai pas tout à fait la même impression que ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que vous dites avec laquelle je suis en accord. C'est-à-dire que je pense effectivement que il y a une sociologisation des acteurs, il y a une diffusion des théories sociologiques, en particulier dans le monde de l'éducation et de la culture. Mais moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif. Je vais donner juste une illustration. J'ai participé il y a une petite dizaine d'années. J'ai dû faire ça pendant 2 ans, je crois. J'ai été sollicité par le CNSM, hein, le Conservatoire national supérieur de Paris, pour participer à la formation des directeurs de conservatoires de région. Et en fait, donc, je donnais... C'était un assez gros volume d'heures, hein, je pense que c'était une 20aine d'heures de cours de sociologie de la culture. Et en fait, j'ai un excellent souvenir de ce truc-là. Parce que j'avais en face de moi, alors évidemment il y avait un biais de sélection, parce que je pense que c'était un cours qui n'était pas obligatoire, que ceux qui venaient, c'est parce qu'ils étaient intéressés, mais j'avais en face de moi des jeunes
prof de musique, donc futur directeur de conservatoire, qui ressemblait pas du tout justement au genre de gens que j'avais vus à l'époque où j'ai traîné mes guettes dans des conservatoires quand j'étais un adolescent bourgeois caricatural, et qui justement était vachement conscient et vachement demandeur justement de clés de lecture, des inégalités, des relations de pouvoir, comme vous dites, qui étaient... Et je sais pas, il me semble, quand on regarde certaines initiatives qui se mettent en place dans les conservatoires, justement, quand on regarde l'évolution de la pédagogie, alors il y a des gens ici qui sont plus spécialistes que moi de la pédagogie musicale, mais j'ai l'impression que quand même ce monde-là, c'est un exemple parmi d'autres, a plutôt bénéficié positivement de la diffusion des théories, des théories sociologiques. Je pense que ce monde-là est quand même moins crétin qu'il y a 40 ans, où c'était un conservatoire, ça ressemblait à un régiment de l'armée russe, en plus violent, donc non, j'exagère, mais un tout petit peu. Mais non, je serais pas je serais pas pessimiste comme vous sur mais bon, je suis peut-être. C'est une suggestion. Je suis peut-être neuneux, mais je continue à penser que la diffusion des travaux de sociologie, de la culture et de l'éducation sont plutôt plus émancipateurs que reproducteurs. Alors, même si effectivement il peut y avoir des usages dévoyés, mais voilà. Mais bon, je suis sans doute naïf. Merci beaucoup Philippe Coulangeon. On va passer du coup à la question de l'échange avec le public. Hop. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonjour, merci pour ce livre et pour cette présentation. J'avais plusieurs questions, mais bon, je vais peut-être en retenir une ou deux. En fait, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé au niveau des analyses factorielles que vous proposez. Donc, on est à la page 100... Je ne veux pas rentrer non plus, 247 et puis ensuite 257, c'est que vous nous dites, l'analyse factorielle de 247, c'est celle où vous nous proposez les distances entre les genres et dont vous nous dites que, bon an mal an, on retrouve la structure de la légitimité culturelle et vous faites à peu près la même chose sur les analyses factorielles, les espaces que vous proposez après. Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que c'est quasiment comme si vous nous demandiez de vous croire, parce que il me semble que ce qui manque à ces espaces, ce sont en variables illustratives, des variables sociodémo. Et là, par exemple, si je m'arrête sur l'espace page 247, où on voit tout à gauche R&B, hip-hop, électro, et tout à droite musique classique, opéra, etc. Et puis au milieu, rock, metal. J'ai l'impression, ou alors je me trompe dans la manière d'interpréter ce que c'est que la légitimité culturelle, mais j'ai l'impression que vous nous dites que là, on pourrait quasiment couper en tranches par classe sociale, les classes populaires à la gauche et les classes supérieures à droite. Et moi, je pourrais y voir de l'âge ou de la génération, comme vous dites. Et c'est un peu la même chose sur les espaces d'après, dont, alors je suis pas du tout spécialiste, mais j'avais cru comprendre que quand on travaille sur ce genre de données, de pratiques, et enfin surtout de pratiques, nous, ce que vous faites, quand on fait une analyse factorielle, le premier des facteurs, c'est le fait de faire ou de ne pas faire. Et donc là, c'est ce que vous trouvez. Et moi, un des conseils qu'on m'avait donné, mais je suis vraiment pas le meilleur pour juger ça, et c'était notamment Philippe Cibois avec qui je travaille un peu, c'était de passer outre le premier des facteurs qui ne donne pas grand-chose finalement, selon lui, et de passer au facteur suivant, le 2 ou le 3. Et en fait, systématiquement, vous conservez le premier facteur. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez fait ça. Et qu'est-ce que ça aurait pu donner
d'avoir un espace avec le facteur 2 et le facteur 3. Parce que là, dans les deux cas, on se retrouve avec un espace qui est majoritairement bouffé par des non pratiques. Ce qui fait que quand je vous lis, j'ai pas l'impression de retrouver très clairement ce que vous, les interprétations que vous en faites. Et dernière peut-être petite remarque, après vous nous dites que le premier des facteurs, donc page 261, donc il y a ces trois, je sais plus comment vous appelez ça, ces trois facteurs qui seraient le premier, retrait, engagement, le deuxième, les répertoires émergents et établis, et puis enfin l'écran et l'écrit. Ça, c'est hyper intéressant. Mais je me demandais pourquoi le premier était articulé, je ne sais pas comment le dire, selon vous, au revenu. C'est-à-dire que là, vous nous donnez trois variables, les revenus, l'éducation et l'âge, alors qu'en fait, dans les variables, dans les espaces factoriels précédents, on les a pas en illustratif. Donc on ne sait pas, on ne peut que vous croire. Là. Donc, en fait, moi, à la place des revenus, j'aurais dit peut-être que le régime d'engagement et de retrait, c'est peut-être plus lié au diplôme ou à l'âge. Enfin voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, alors il y a plusieurs niveaux de réponse à votre question. Il y a une réponse vraiment pratique sur les variables illustratives. Là c'est un choix éditorial, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de ne pas surcharger l'ouvrage de graphiques et de figures. Donc il y a un certain nombre, je faudrait vérifier, mais il me semble que j'ai fait figurer en annexes électroniques qui sont disponibles. Ah bon? Ah non, mais vous faites bien de me le signaler parce que j'avais. Alors, il faudra que je vérifie. J'ai renvoyé en annexe électronique effectivement un certain nombre de figures supplémentaires, notamment les plans avec les variables illustratives. Mais je vérifierai avec Bernard Cormin-Boff à l'OSC, c'est lui qui s'était occupé de mettre ça, mais c'est sur un serveur de Sciences Po, j'étais pas... Je ne sais plus si c'est un serveur de Sciences Po ou du CNRS, mais enfin, il faut qu'on vérifie effectivement que l'accès est continu. Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas actif. Donc il faudra qu'on réactive ou qu'on mette ailleurs. Donc il y a une réponse pratique là, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de variables illustratives qui sont présentes sur des graphiques supplémentaires. Je vais répondre en sens inverse en fait à vos questions. Sur la question du revenu, sur engagement, retrait. Alors oui, c'est vrai quand on regarde en fait là c'est pareil. Le graphique de la page 261. Pour le coup, c'est pas le résultat d'une analyse factorielle, c'est un graphique très schématique pour essayer de montrer, justement de résumer un petit peu l'information qu'on peut déduire de la lecture des plans factoriels avec les variables actives et avec les variables illustratives. Bon. Sur la question du revenu, c'est vrai que sur le premier axe, l'éducation est présente aussi. C'est pour ça que je l'ai mis un peu aussi je l'ai mis un peu en diagonale. L'éducation est présente sur les deux premiers axes, alors que le revenu n'est présent que sur le premier. Donc c'est un peu pour ça que j'ai positionné comme ça, pour montrer qu'il y avait une dimension revenu qu'on trouve un peu sur le premier axe et qu'on trouve pas sur les autres. Voilà. Mais c'est vraiment un artifice de présentation très simplificateur. Hein. Juste, je peux me permettre sur le revenu. Je me demandais en quoi, enfin, évidemment qu'il y a des choses qui sont qui méritent, enfin, qui nécessitent, pardon, de l'argent. Mais est-ce qu'on peut en faire une variable fondamentale du rapport à la plus que le diplôme, plus que le ah non, pas plus que le diplôme, mais je pense que d'une manière générale, on néglige un peu quand même dans les analyses sur les
les inégalités en matière d'éducation et de culture, on néglige un peu le facteur revenu quand même, hein, l'effet propre même, je dirais, du revenu qui n'est pas complètement négligeable. Sans revenir au développement précédent sur l'industrie de la culture, etc., on ne parle pas de biens qui sont des biens libres, là quand même. La plupart des biens culturels dont on parle sont insérés dans une économie de marché, plus ou moins. Donc bon, la variable du revenu, elle n'est pas complètement neutre quand même sur... je ne suis pas un fanatique de la politique du pass culture, hein, c'est pas ça. Je ne pense pas effectivement que ça va révolutionner l'accès à la culture. Mais dire que cette dimension revenu, elle n'existe pas, je pense que non, elle existe. Alors, plus fondamentalement, si je remonte le fil de vos remarques, la critique, sur la question du premier axe. Alors, je suis pas totalement d'accord avec Philippe Cibois, même si ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que en analyse factorielle, le premier axe est souvent trivial. C'est-à-dire, en analyse factorielle, on a souvent des situations dans lesquelles le premier axe est un facteur de taille. Bon. Mais est-ce que c'est l'analyse qui est triviale ou est-ce que c'est la réalité qui est triviale ? J'insiste là-dessus. Là aussi, le principe de l'analyse factorielle, c'est que les axes sont hiérarchisés. Et que donc le premier axe, c'est quand même celui qui absorbe le plus de variance, c'est-à-dire qui rend le plus compte de la dispersion de ce qu'on observe dans la réalité. Si on revient à Bourdieu, à la distinction, à la postérité de Bourdieu, de la distinction, et notamment de ce schéma de volume de capital, composition du capital, je suis parfois quand même, moi, un tout petit peu troublé par le fait que certains des épigones et des commentateurs de Bourdieu font comme si le premier axe n'existait pas, comme si tout dans la stratification sociale était essentiellement une affaire d'opposition entre capital économique et capital culturel. Non, le premier principe, il est quand même, c'est quand même une affaire de volume. Si on regarde ça en termes de pourcentage de variance, quelles que soient les données sur lesquelles on travaille, on va voir effectivement souvent un premier axe qui est trivial, qui a un facteur de taille, qu'on va pouvoir interpréter en termes de volume au sens de Bourdieu. Et ouais, c'est trivial, mais c'est la réalité qui est triviale. Peut avoir un effet d'écrasement. Non, je dis ça parce que effectivement, c'est quelque chose qui a été beaucoup, notamment Mike Savage et ses collègues dans les travaux qu'ils ont fait au Royaume-Uni, ils ont beaucoup insisté là-dessus sur le fait qu'effectivement, quand on fait tourner ce genre de méthode sur des données de consommation culturelle, etc. Et je pense que quand on fait ce genre d'exercice sur des données d'équipement, d'émerge, etc., ce qu'on voit effectivement en premier, c'est ça, c'est l'opposition entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, en quelque sorte. Hein, alors, je suis d'accord avec vous que c'est pauvre comme constat, mais il n'empêche que c'est quand même un premier principe de structuration auquel on ne peut pas échapper. Et on peut d'autant moins y échapper que, malgré tout, engagement-retrait, c'est quand même pas exclusivement ceux qui font tout un tas de choses d'un côté et ceux qui font rien de l'autre côté. Parce que là, il y a quand même un effet de questionnaire là, et un effet de biais de légitimité des questionnaires sur les pratiques culturelles qui fait qu'on le sait tous, même si c'est moins le cas aujourd'hui qu'il y a 40 ans, les enquêtes sur la culture, elles sur-renseignent les pratiques les plus élitistes et elles sous-renseignent les pratiques qui le sont moins. En fait, là, du côté du désengagement, il y a aussi des gens qui regardent beaucoup la télé, par exemple. Donc, c'est pas des gens qui font... C'est pas l'opposition de tout et de rien. C'est l'opposition de l'accès à une grande diversité de biens culturels et d'un volume de consommation de télé qui est très atypique quand même. Hein. Alors, avec là une articulation d'effets de capital éducatif et d'âge qui est compliqué à séparer parce qu'il y a beaucoup d'effets d'âge là sur la télé. On sait que c'est aussi un truc qui est très lié à l'avancée en âge. Donc, je dis ça parce que j'ai un collègue serbe qui s'appelle
Predrag Xevatikanim, si je prononce correctement son nom, je pense que non, mais vous retrouverez, qui s'est beaucoup intéressé à ça sur effectivement l'espèce d'artefact lié à la construction des questionnaires, qui fait que les premiers axes d'analyse factorielle sur ces trucs-là donnent toujours l'impression d'opposer le tout au rien, le plein au vide. Et en fait, ce que montre Xevatikanim, mais que je trouve très intéressant, c'est que il a pu lui-même en Serbie réaliser des enquêtes dans lesquelles il a fait l'effort de mettre tout un tas de variables sur des pratiques de loisirs très triviales, le PMU, le loto, des trucs qu'on renseigne peu ou pas dans les enquêtes pratiques culturelles. Et là, on voit que du côté de ce qui nous apparaît vide ici, en fait, il y a plein de trucs, mais qui sont peu renseignés. C'est compliqué, hein, pour la dernière enquête, alors là encore, il y a un effet de changement, de rupture de continuité au ministère de la Culture. Donna, du temps où il s'occupait des enquêtes pratiques culturelles, il était très favorable à ce qu'on mette un maximum de variables de ce type-là dans les questionnaires. Ça redevient plus compliqué parce que malgré tout, le ministère de la Culture considère, et il a sa légitimité à considérer ça, que l'enquête pratique culturelle, c'est d'abord et avant tout fait pour mesurer le taux de pénétration d'un certain nombre d'activités qui sont subventionnées par le ministère. Bon, donc pas le PMU. Bon, mais pour autant, ce serait très bien d'avoir beaucoup plus de variables sur des pratiques de temps libre et de loisirs ordinaires, parce que je pense que ce facteur de taille, je pense qu'on retrouverait le même, mais il apparaîtrait beaucoup moins trivial. Je pense que ça enrichirait énormément l'analyse. Voilà. Désolée. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je voulais revenir juste sur on a dit plusieurs fois pessimisme, optimisme, ce qui est du coup pas en fait un mot qu'on utilise pour décrire le monde comme il est, mais comme on voudrait qu'il soit. Et là, je trouve que dans la distinction ou peut-être la mise ensemble de massification scolaire et massification culturelle, il me semble qu'il y a deux choses assez différentes. Dans la massification scolaire, on peut trouver peut-être souhaitable effectivement la transmission de savoir qu'on peut voir comme objectivement vrai, face à des savoirs qu'on pourrait avoir comme objectivement faux, par exemple, et donc on pourrait progresser si on ne voit pas que les biens comme dans des biens de position. Mais dans la massification culturelle, qu'est-ce qui serait une diffusion culturelle souhaitable ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait des expériences culturelles plus souhaitables que d'autres ? J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même registre, c'est-à-dire là, il n'y a pas d'objectivement vrai là-dedans. Et donc, comment on fait pour défendre quelque chose ? Oui, c'est vrai. Enfin, la question de... Alors, quel que soit l'avis qu'on a les uns les autres dessus, la question des justifications collectives ou des justifications politiques de la diffusion culturelle peuvent pas s'appuyer sur des arguments exactement similaires aux justifications de la diffusion de l'éducation. Pour le dire autrement, la réflexion sur la politique culturelle échappe plus difficilement à la question de l'arbitraire culturel que la réflexion sur la politique d'éducation. Même si une certaine critique radicale de la diffusion de l'éducation prétendra que la diffusion de l'éducation, c'est aussi uniquement de l'arbitraire culturel. Ce à quoi je n'adhère pas, mais ça ne regarde que moi. Mais bon... Donc oui, je ne sais pas quoi répondre, mais c'est vrai. Mais comment dire, je ne sais pas ça m'inspire pas de réflexion particulière d'un point de vue sociologique. Ça peut m'inspirer une réflexion du point de vue de la sociologie politique, de la sociologie de la justification de l'intervention publique. C'est-à-dire que la justification de l'intervention culturelle, de l'intervention publique en matière culturelle, c'est plus compliqué que dans d'autres domaines, oui. Je pourrais dire des tas de choses là-dessus, mais c'est pas le sujet. Mais bon, bref. C'est-à-dire, moi, ce que j'observe là, parce que je me suis depuis quelque temps déplacé vers des sujets un peu voisins et qui sont vraiment à l'interface de l'éducation et de la culture, sur des choses dont on a eu l'occasion de discuter d'ailleurs, Florence et Rémi, sur les questions sur des questions
d'éducation artistique et culturelle à l'école. En fait, j'ai été sollicité à 2 reprises et bon, j'ai commencé à avoir pas mal travaillé là-dessus, à avoir lu beaucoup de choses là-dessus, sur des comment dire, des travaux de recherche qui sont inscrits, que j'ai développés en réponse à une demande sociale initiale, qui était une demande d'évaluation d'impact de programmes d'éducation artistique et culturelle. Et il faut bien voir que l'évaluation d'impact de l'éducation artistique et culturelle, c'est quand même beaucoup vu comme des questions du type est-ce que faire de la musique à des gamins à 4 ans, ça améliore leur performance en maths? Mais c'est vu très sérieusement comme ça. Je m'en suis aperçu ces derniers mois à un niveau très élevé de la hiérarchie de l'administration de l'éducation nationale. C'est-à-dire que la justification première de la présence des arts et de la culture à l'école, c'est que ça va aider les gamins à être meilleurs en maths. Bon, mettre plus d'heures de maths, ça n'a pas l'air d'être en question. Mais par contre, si on peut trouver un moyen détourné, et que bon, non, alors non, mais ça veut dire que il y a quand même ça montre que c'est pas évident un registre émergent de justification de l'intervention culturelle, c'est vraiment celui-ci. C'est-à-dire que l'intervention publique dans le financement de la culture, c'est fait pour lutter contre la délinquance juvénile et le décrochage scolaire. Avec un certain nombre de croyances là-dessus qui sont plus ou moins fondées. Elles ne sont pas totalement infondées. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travaux de psychologues, notamment, qui montrent, notamment dans le domaine de la musique, qu'il y a effectivement des liens, qu'il y a un certain nombre de capacités cognitives qui sont effectivement boostées par l'apprentissage de la musique. C'est pas faux. Bon, est-ce que... je n'ai pas de réponse là-dessus, mais est-ce que la seule et unique justification du soutien public à la culture, ça doit être ça? Ça, c'est une vraie question de politique... une vraie question de politique publique et de justification des politiques publiques qui se pose, oui. Et qui va se poser de plus en plus, à mon avis. En ce sens que les institutions culturelles sont de plus en plus sommées d'apporter la preuve qu'elles apportent une contribution au bien commun qui va au-delà de leur mission première. Ce qui est quand même un truc qu'on peut interroger. Merci. Oui, ça fait un peu suite à ça. Enfin, on voit que dans justement ce genre de programme de démocratisation, il y a aussi beaucoup la référence justement dans cette idée de développer l'intelligence, blabla, à d'autres disciplines comme les neurosciences au hasard. Mais du coup, moi, ça revient un peu cette question de neurosciences par rapport à sociologie des arts et de la culture, ou même, ça revient à une question que je voulais aussi vous poser. Bon, ça moins directement en lien avec votre livre, mais vu qu'on est aussi au séminaire du RT14, donc voilà. Ce que vous voyez aussi comme évolution de la place de la sociologie, de la culture et des arts, à la fois politiquement ou en tant que discipline en France, à la fois par rapport à l'arrivée de ces autres disciplines aussi dans la sphère politique qui prennent quand même une place importante, et de manière plus générale, ce que vous voyez maintenant que vous savez quand même à un moment que vous participez à ce champ. Ah ben, vous l'avez pensé très fort. Oui, alors... Oui, j'aurais envie de répondre à cette question en allant au-delà de la sociologie des arts et de la culture, mais peut-être de la sociologie en général, même si je peux exemplifier en m'appuyant sur le domaine que je connais le mieux. Je commencerai par vous répondre que l'expertise politique a horreur du vide et que effectivement, si on n'occupe pas la place, d'autres disciplines occupent la place. Donc c'est effectivement important de se poser toutes ces questions-là. Alors, il se trouve que dans un des programmes de recherche auxquels je participe actuellement sur ces questions d'évaluation d'impact, je suis amené à collaborer, c'est un bien grand mot, mais disons à compagnonner avec des neuroscientifiques et oui, non des moindres, si je puis dire. Moi, j'ai une position là-dessus qui
qui est que j'ai eu l'occasion de m'exprimer un peu là-dessus notamment quand j'avais fait un compte-rendu du bouquin de Bronner, pas le dernier, mais celui d'avant, là, dans La vie des idées. Je pense qu'il y a une espèce de panique des sociologues à l'égard des neurosciences, des sciences cognitives, et peut-être plus largement de la psychologie. Alors moi, je n'ai pas de compétences particulières là-dessus. Je pense que c'est une vieille histoire. Il y a les relations très conflictuelles entre la psychologie et la sociologie en France beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'il y a des tas d'environnements universitaires dans lesquels les sciences sociales et la psychologie, les sciences sociales et les sciences cognitives ne sont pas à couteau tiré comme elles le sont en France. Donc il y a une histoire quand même très ancienne. Je pense quand même que la sociologie française, depuis Durkheim, s'est quand même beaucoup construite contre la psychologie. Moi, j'ai tendance à penser que, mais je ne sais pas comment faut faire, mais j'ai tendance à penser qu'on aurait quand même tout intérêt à pas jouer le jeu de la chaise vide dans le dialogue avec ces disciplines. C'est pas évident parce que effectivement, il peut y avoir quelque chose qu'on ressent comme une certaine arrogance de ces disciplines, comme on peut parfois ressentir une certaine arrogance de la science économique. Bon, ceci dit, on est toujours l'arrogant de quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui trouvent que les sociologues sont arrogants aussi. Enfin bon, alors il se trouve qu'actuellement, je dirais, le vent politique leur est plutôt favorable. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y aurait quand même je sais que c'est pas facile, mais je pense que il peut y avoir de l'interdisciplinarité fructueuse entre les sciences sociales et les sciences cognitives, notamment dans le domaine de la culture. Alors, encore une fois, c'est vraiment un vœu pieux, là, je ne sais pas du tout concrètement comment faire, mais sur ces questions de sociologie des goûts, de sociologie de la réception, je pense qu'arriver à faire travailler ensemble les sciences sociales, la musique, si je prends la musique par exemple, qui est un domaine que vous connaissez aussi, mais arriver à faire travailler ensemble la musicologie, la psychologie, la sociologie, je pense que ça donnerait des trucs. Mais je ne sais pas concrètement comment faire. En tout cas, je pense quand même que la crainte qu'inspirent les sciences cognitives aux sociologues est, à mon avis, pour partie un peu exagérée. D'abord parce que moi, je rencontre quand même un certain nombre de psychologues qui sont assez demandeurs, notamment dans le domaine de l'éducation, qui sont quand même assez demandeurs du regard des sociologues, parce qu'ils se rendent bien compte quand même souvent que le point aveugle d'un certain nombre d'expériences de laboratoire, c'est qu'elles sont complètement aveugles aux données de contexte et de socialisation, notamment en psychologie de l'enfance. Enfin bon. Donc je suis pas aussi là pour le coup, moi qui suis plutôt pessimiste sur plein de trucs, je suis pas si pessimiste que ça sur le. Mais voilà, il y a un contexte. C'est des disciplines qui ont pris des directions très 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 divergentes. Aussi bien dans leur mode de formation, de recrutement des étudiants, etc. Donc je sais pas. Ouais, c'est un peu flou ce que je vous réponds, mais j'ai un peu oublié la question en fait. Mais enfin, je crois que c'était à peu près de ça dont on parlait. Merci pour la présentation, Philippe, et puis pour l'ouvrage qui fait, j'étais heureuse de lire, et qui fait vraiment œuvre utile, je crois, à la fois en termes d'actualisation, mais surtout de clarification et de mise en perspective, disons, sociopolitique de l'œuvre de Bourdieu. Je crois qu'on en a besoin aujourd'hui, donc je te remercie. Je me demandais, peut-être, pour que tu puisses revenir sur une question dont tu as peu parlé, au fond, sur la question des valeurs politiques, enfin, la corrélation entre les valeurs d'ouverture politique
de rapport au libéralisme politique, et économique, et leur corrélation avec le niveau de diplôme, de revenus générationnels, etc. Je voulais bien t'entendre là-dessus parce que on voit les corrélations que tu travailles dans l'ouvrage. On sait que c'est un des grands arguments de légitimation des politiques culturelles et éducatives aussi depuis le XVIIIe siècle. Hein. Ça, c'est un des arguments communs, disons, l'idée que l'éducation générale ou à la culture fortifierait la citoyenneté et la participation à la vie démocratique de façon, disons, ouverte ou du moins rationnelle. Du coup, comment tu vas peut-être me dire que c'est un peu périphérique et annexe, mais comment est-ce qu'on peut interpréter à la fois les corrélations que tu mets en avant dans l'ouvrage et qu'on connaît bien, et puis l'évolution, disons, de l'offre politique et aussi des adhésions politiques dans le contexte, voilà, qui est pas conjoncturel, disons, on est dans un contexte très particulier aujourd'hui, mais qui est pas conjoncturel et que certains apprécient comme des évolutions de long terme qui vont pas du côté du libéralisme culturel, politique, qui s'ensuit. Oui, alors là-dessus, j'ai en tête les travaux de Vincent Tiberi et Laurent Lardeux notamment, et puis aux États-Unis le dernier ouvrage qu'avait coécrit Ronald Inglehart après l'élection de Trump. Je pense qu'il faut quand même bien avoir en tête que le populisme d'extrême droite, il est quand même beaucoup porté. D'abord, il y a quand même une dimension générationnelle qui est très forte, même si effectivement on voit la séparation du vote Zemmour et du vote Le Pen est une expérience de laboratoire intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien là que c'est pas les mêmes classes d'âge, que l'électorat de Le Pen est plus féminin et plus jeune que l'électorat de Zemmour, mais enfin, on aura sans doute confirmation dans quelques jours, mais il faut pas oublier quand même que le gros des troupes électorales de cette offre politique-là, et c'est vrai aussi pour le phénomène Trump aux États-Unis, il se trouve précisément chez les exclus de la massification culturelle, enfin éducative et culturelle, j'ai envie de dire. Éducative parce que on voit bien que c'est quand même dans les générations, globalement c'est quand même dans les générations antérieures à la massification de la culture que ces partis-là font le... Alors aux États-Unis c'est très clair, c'est quand même un électorat très vieillissant. Et puis c'est aussi les perdants de la massification, soit parce que je dirais les catégories qui ont fait une expérience malheureuse de la massification, soit une expérience incomplète ou incomplètement satisfaisante de la... Donc je pense qu'on a quand même une explication rationnelle du lien qui peut exister entre massification et populisme, au sens où il y a des phénomènes de frustration relative d'une part, et puis il y a des phénomènes d'abstention différentielle qu'ont bien analysé donc Inglehart aux États-Unis ou Vincent Tiberi en France, qui fait qu'il faut faire attention au fait que on a des jeunes générations plus éduquées, mais qui participent moins aux élections. Donc évidemment, ça crée une espèce de décalage sur les paysages politiques, quoi. J'avais autre chose qui m'était passé par la tête, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas... Oui, du coup tout à l'heure vous disiez dans la distinction c'était beaucoup plus une analyse des pratiques plus globale que juste les goûts culturels. Et donc vous avez aussi un projet de recherche sur les styles de vie en lien avec l'environnement. Et est-ce que du coup vous voyez justement des effets d'homologie ou non entre les pratiques culturelles et le rapport à l'environnement ou à l'alimentation dans ces enquêtes? C'était pour essayer d'ouvrir au-delà des goûts et pratiques culturelles. Alors, ça c'est au... Oui.
Ça c'est effectivement au cœur de la thèse de Maël Ginsburger, qui fait une thèse sur ce sujet à Sciences Po sous ma co-direction avec Ivailo Petef. Effectivement, on trouve des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand même, les résultats de Maël vont partiellement dans le sens d'une forme d'homologie avec des effets croisés du capital culturel et du capital économique qui sont intéressants à observer, notamment sur le fait que l'adoption des... Alors il n'y a rien de très surprenant, hein, mais l'adoption des pratiques consuméristes ou alimentaires qui sont plus consciemment orientées vers le souci de l'impact environnemental, c'est assez positivement corrélé au diplôme plus qu'au revenu. Ce qui complique effectivement le tableau, c'est que il y a un certain nombre de pratiques très impactantes qui sont très liées au revenu, mais qui sont aussi très liées au diplôme, comme les déplacements à longue distance, déplacements en avion et choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête que Milan Boucher-Valla et un certain nombre de ses collègues ont fait sur les comportements des universitaires. C'est assez rigolo quand même. On est vraiment quand même... Enfin, je pense qu'on devrait se cacher quand même là. Alors, ce qui est marrant, c'est la différence selon le grade. Alors là, il n'y a rien de surprenant. C'est les PU et les DR qui polluent le plus. Les maîtres de conf, les CR et les ATER polluent relativement peu. Alors ça, c'est pas très surprenant. Il y a des effets de revenus derrière, je pense. Des effets de notoriété aussi, les gens qui sont invités partout, etc. Mais alors, ce qui est marrant, c'est les différences entre les disciplines. Alors les astronomes, par exemple, polluent beaucoup, mais ça m'étonne pas parce qu'ils vont tous, il faut qu'ils aillent tous les ans dans le désert d'Atacama, là où il y a des observatoires. Là. Donc ça, je comprends. Par contre, un truc qui m'a surpris, c'est que les matheux polluent énormément. Ils passent leur temps prendre l'avion beaucoup plus que dans d'autres disciplines. Bon, je sais pas pour là, ça répond absolument pas à la question. Non, ça pour dire que, ça répond pas à la question, ça répond un peu quand même. C'est-à-dire que si il y a globalement des formes d'homologie, oui, avec des formes d'ascétisme aujourd'hui, oui, avec l'apparition de formes de style de vie un peu ascétique, ou prétendu tels, qui sont très interprétables dans des termes assez bourdieusiens, mais avec des formes de stratification plus fines. C'est pour ça que je citais l'exemple des universitaires, c'est-à-dire que être universitaire, selon la discipline dans laquelle on est, en fait, le bilan carbone est en fait pas le même. Donc parler des universitaires en général, c'est peut-être pas complètement pertinent. Donc il y a des formes de stratification un peu plus fines qui sont liées à des contraintes de style de vie qui sont spécifiques vraiment à certains groupes sociaux et professionnels. Mais globalement, oui, on trouve des choses qui sont assez convergentes et qui ont sans doute pas été suffisamment étudiées et qui sont importantes parce qu'elles, là, par rapport à vraiment l'actualité brûlante, sans jeu de mots, qui conditionnent quand même la faisabilité d'un certain nombre de scénarios de transition, enfin, qui vont pas peser de la même façon sur toutes les catégories, évidemment. Mais je pense que les matheux vont râler, oui, quand on va leur interdire de prendre l'avion. Mais bon. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, c'est deux questions qui se basent avant tout sur votre présentation, parce que je n'ai pas encore lu le livre, donc qui sont encore une fois très naïves. La première question, c'est sur le sous-titre du livre, qui s'appelle « Le goût de l'altérité », et c'est vrai que je retrouve ni dans le sommaire, ni dans ce que vous dites, une définition de ce que vous appelez altérité. Et du coup, je voulais savoir si c'est employé un peu en synonyme de diversité ou s'il y a quelque chose quand même, un rapport à la marginalisation ou à l'altérisation que vous avez voulu travailler également là-dessus. Et ma deuxième question, c'est de vous demander qu'est-ce que le concept de gentrification culturelle apporterait de plus que celui de la légitimation.
C'est-à-dire, quand on entend gentrification, on pourrait voir ici donner l'impression qu'il y aurait des classes supérieures qui se mettraient à singer et à s'approprier les cultures populaires un peu de manière autonome, c'est-à-dire à les reprendre et à les utiliser pour créer de la valeur dessus. Et on aurait du coup l'impression que ça couperait un peu l'agentivité des classes populaires, ou en tout cas des producteurs des cultures populaires dans ce processus-là, alors qu'il me semble que alors, par exemple, dans l'exemple du rap que je connais un petit peu, qu'on aurait quand même une participation, en tout cas des tenants de cette culture populaire, à ce processus de légitimation, parce que la légitimation, c'est ce qui permet de donner des institutions, ce qui permet à cette musique de durer, etc. Et donc, effectivement, avec ensuite des rapports de domination et de pouvoir qui fait qu'on peut avoir une départition ou une valorisation de certaines, plutôt de certains aspects de cette culture que d'autres, mais en tout cas une participation un peu plus dialectique que alors peut-être que je me trompe sur la notion de gentrification, mais en tout cas de l'impression que donnerait cette idée de gentrification qui serait plutôt de venir, de s'approprier un peu avec des gros sabots, sans forcément utiliser le concours des classes populaires, alors que j'ai l'impression que dans le domaine culturel et dans la question de la légitimation, on a quelque chose d'un peu plus dialectique. Alors ça dépend bien sûr d'où on va regarder, de si le processus est complètement achevé. Je pense que dans le jazz, effectivement, on arrive à une culture savante, ce qui n'est pas le cas d'énormément de musiques populaires qui ont des gains de légitimité, mais sans arriver forcément à un processus fini. Et du coup, voilà, donc je me posais cette question par rapport à cette comparaison qui était faite avec la gentrification. Oui, alors merci. C'est deux points très intéressants et très importants, je pense. Alors, je réponds d'abord sur la question de l'altérité. J'emploie ce terme de manière en partie paresseuse. Je veux dire que j'ai pas fait un effort de définition conceptuel très élaboré, mais je l'emploie quand même pas complètement par hasard. C'est-à-dire que, pour reprendre vos termes, pour moi, altérité n'est pas exactement synonyme de diversité. Pour moi, le terme d'altérité renvoie au non familier. Ce qui est pas du tout la même chose. Pour moi, ça va vraiment avec la définition que donnait Richard Sennett du cosmopolitisme. Hein, le cosmopolitisme, c'est cette aptitude à être à l'aise, y compris dans des contextes non familiers. Ce que je trouve une définition très opérante de la notion de cosmopolitisme, qui va bien au-delà du sens commun. Moi, j'avais beaucoup appris du livre de Chamuscan là, sur les adolescents à Saint-Paul, enfin au collège de Saint-Paul. Là, quel est le titre du bouquin, déjà j'ai oublié, qui tourne beaucoup autour de ça, hein, sur cette notion d'aisance, to be at ease, hein, le fait que ces jeunes post-adolescents sont toujours à l'aise. Enfin, quel que soit le contexte, quels que soient les contextes culturels, quels que soient les objets culturels, ils sont toujours à l'aise. Jusqu'à des choses complètement caricaturales, avec ce jeune étudiant qui est tout à fait capable de parler de Dostoïevski alors qu'il l'a jamais lu. Bon, donc évidemment c'est l'expression caricaturale de cette aisance. Mais donc pour moi, oui, le goût de l'altérité, c'est ça, c'est la capacité à être à l'aise socialement et culturellement dans des environnements qui sont non familiers. Et ça, je pense que c'est effectivement une disposition qui n'est pas du tout distribuée au hasard dans l'espace social, que c'est effectivement, je pense, une disposition générique qui est très caractéristique de certaines fractions des classes supérieures aujourd'hui, avec l'accent mis sur l'acquisition d'un certain nombre de ressources, du rapport au monde, qui ne sont pas purement scolaires, le goût du voyage, la maîtrise des langues étrangères. Je suis depuis longtemps, même s'il n'y a pas très longtemps que j'y enseigne activement en fait, mais je suis depuis longtemps à Sciences Po. Le monde des étudiants de Sciences Po est très emblématique de cette transformation-là. C'est-à-dire une des caractéristiques culturelles principales
des étudiants de Sciences Po. Alors on trouverait ça, je pense, dans d'autres établissements, mais c'est vraiment cet ensemble de capitaux, de ressources je dirais d'aisance, enfin je dirais à la fois dans le multilinguisme, qui est pas quelque chose d'aussi superficiel, enfin qui est pas quelque chose de complètement superficiel. C'est vraiment un rapport au monde qui me semble assez particulier. Donc c'était un peu le sens que je voulais donner à altérité, qui me paraît plus fort que diversité ou éclectisme, qui peut être quelque chose d'un peu superficiel. Superficiellement, je peux sur la bande FM passer d'énergie à France Musique, quoi. Mais c'est le goût de l'altérité, c'est plus que ça. Donc c'était un peu le sens que je voulais donner à ça. Alors sur la gentrification, je vais revenir là-dessus parce que c'est un concept très exigeant, en fait, le concept de gentrification. C'est un concept, vous le savez, qui vient des géographes, de la géographie marxiste, de gens comme David Harvey ou autres. Et j'ai essayé de voir effectivement jusqu'à quel point on pouvait transposer le raisonnement au domaine culturel. En fait, pourquoi le processus de gentrification est pour moi un peu différent du processus de légitimation. Je dirais que la différence qu'il y a entre gentrification et légitimation, c'est un peu la différence qu'il y a entre exploitation et domination. En fait, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais c'est pas grave. Un des trucs qui m'a donné envie de la dernière partie de ce livre, c'est une discussion que j'ai eue il y a depuis le temps que ça fait 10 ans, c'est peut-être 15 ans, une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec Eric Olin Wright, qui avait été invité à l'EHESS il y a longtemps pour une série de séminaires. Et je vais donner tous les détails. Il avait été invité par Jean-Louis Fabiani, qui ne s'était pas trop soucié de l'accueillir. Et je me suis trouvé avec Eric Olin Wright à la première séance de son séminaire, où nous étions deux, lui et moi. Mais en fait, c'était super parce qu'en fait, j'ai passé 2 heures à boire des coups avec lui et on a discuté de plein de trucs. Et en fait, ce qui était assez marrant dans la discussion avec Eric Olin Wright, qui est vraiment quelqu'un que j'admirais énormément, en fait. Il était très critique sur Bourdieu, c'est-à-dire que pour lui, quand même, Bourdieu passait à côté de l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que il m'avait dit, le jour où la seule différence qui restera entre les prolétaires et les bourgeois, c'est que les prolétaires lisent pas Proust. Ça ira, quoi. Il l'avait dit en plaisantant, mais il y avait quelque chose d'un peu vrai. Et en fait, il insistait beaucoup dans la discussion, il avait beaucoup insisté sur le fait qu'il trouvait que le concept de domination chez Bourdieu était un concept faible, en fait, un concept pas très exigeant, que le concept d'exploitation était un concept beaucoup plus exigeant. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire, je pense effectivement que le concept d'exploitation est beaucoup plus exigeant que le concept de domination. Il est tellement plus exigeant que le concept de domination qu'il y a effectivement des tas de situations d'inégalité auxquelles il ne s'applique pas. Il y a beaucoup de situations d'inégalité qui sont des situations de domination, mais toutes les situations d'inégalité ne sont pas des situations d'exploitation. Et alors, en particulier dans le domaine culturel, on identifie beaucoup plus facilement des situations de domination que des situations d'exploitation. Et ce que je trouvais intéressant avec le concept de gentrification culturelle, et avec cette idée d'appropriation, encore une fois, sur lequel j'ai été un peu titillé par des étudiants à Bruxelles il y a 2 ans, et je me dit, putain, ils me font chier. Et en fait, ils avaient raison. Et ils font chier, cette espèce de marxiste vieux jeu. Mais en fait, ils avaient raison. C'est-à-dire qu'il faut interroger le truc jusqu'au bout. Est-ce que, si on prend au sérieux le fait que dans les relations culturelles, il y a des relations de pouvoir, alors il faut aller chercher le degré auquel, dans cette relation de pouvoir, il peut y avoir une relation d'exploitation homologue à la relation d'exploitation décrite par les marxistes. Et c'est là qu'intervient l'idée de gentrification et l'idée d'appropriation culturelle. Et donc, le concept de gentrification, de la même façon que le concept d'exploitation, il est pour moi plus exigeant que le concept de légitimation.
Il est plus exigeant parce que pour pouvoir parler de gentrification culturelle, il faut vraiment être dans une situation où non seulement les dominants imposent une norme de légitimité culturelle, mais ils s'approprient et ils tirent profit de la production culturelle des dominés. Et ça, c'est quand même autre chose que simplement de d'édicter une norme hiérarchique. Je ne sais pas si bon, donc c'est un concept qui est plus exigeant, qui s'applique pas effectivement à toutes les relations culturelles asymétriques. Et je trouve effectivement, c'est des choses dont je discute assez souvent avec les étudiants qui sont intéressés par les questions de sociologie de la culture. Je pense que cette question de l'appropriation culturelle, qui aujourd'hui est beaucoup travaillée d'un point de vue très militant, je pense que ça vaudrait le coup de la travailler d'un point de vue sociologique, empirique, un peu objectivement. C'est-à-dire quelles sont les situations dans lesquelles effectivement les échanges culturels sont des échanges qui ressemblent à ce que Erik Olin Wright définissait vraiment comme étant une relation d'exploitation au sens marxiste. Donc voilà, j'ai pas en tête des tas d'exemples qui correspondent à ça. Mais je pense que... Moi, je trouve que le bouquin pas le dernier, mais l'avant-dernier bouquin de Boltanski et Esquerret, Enrichissement, va beaucoup sur ce terrain-là, je pense. Je pense que je trouve que c'est très... Ouais, la thèse de Boltanski et Esquerret me paraît très, très heuristique de ce point de vue-là. Et on aurait envie d'opérationnaliser ça de façon empirique. C'est-à-dire que comment identifier des situations dans lesquelles la relation entre la relation culturelle est une relation d'exploitation culturelle. C'est un peu de ça dont il parle quand même dans Enrichissement. Enfin, au moins dans une partie du bouquin. Oui. Il est 18h, nous arrivons au bout de la séance, mais est-ce qu'il y a peut-être encore la place pour une question ? J'aimerais revenir sur ce que tu disais en introduction, Philippe. Tu disais, j'ai peut-être été mal compris. Et parfois, je suis moins pessimiste que certains lecteurs n'ont voulu le dire. J'ai pas lu de recension, mais j'ai échangé avec des collègues qui effectivement m'ont présenté l'ouvrage avant que je le lise comme un ouvrage qui revenait sur l'inertie et l'échec des politiques de démocratisation, notamment culturelle et scolaire. Bon, très rapidement, parce que c'était des discussions de couloir et sans doute que leur lecture était plus nuancée. Du coup, je m'interrogeais sur et peut-être que tu peux revenir sur la manière dont tu as été lu, sur cette dissonance, quoi. J'ai l'impression, moi, que l'ouvrage, il plaide plutôt pour des politiques de démocratisation éclairées, disons, qui soient pas aveugles, disons, à leurs effets, à leurs échecs, leurs failles, leurs effets pervers. Et donc, j'aimerais revenir sur cette dissonance. Peut-être que tu as tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu as été lu et sur la manière dont tu le perçois. Tu peux l'expliquer ou tu peux le comprendre, qui renvoie à des questions plus larges sur des questions qui ont été posées par Quentin, je crois, sur les effets de la sociologie dans le monde social. Oui, enfin, deux choses là-dessus. La première, c'est que voilà, je veux bien être optimiste. Pour paraphraser ce que je disais tout à l'heure sur Bourdieu et le relativisme, je veux bien être optimiste, mais le monde ne l'est pas forcément optimiste. Bon, donc l'impression de constat pessimiste sur l'inertie des inégalités, il peut être lié au fait que je ne peux pas éviter de mettre en avant la réalité, effectivement, d'une certaine inertie via le déplacement des frontières, mais que quand même, il y a effectivement une inertie des inégalités, une certaine inertie des inégalités culturelles et éducatives. Mais je pense quand même que j'ai quand même essayé, je crois, d'être clair, notamment dans la conclusion de l'ouvrage, sur où sont situés justement où est situé. On peut se permettre dans la conclusion de l'ouvrage d'être un peu politique, mais où est situé politiquement le discours de retour en arrière sur la démocratisation scolaire et la démocratisation culturelle. Donc je pense qu'il n'y a quand même pas trop de doute sur le fait que
que je plaide quand même pour je plaide quand même pour les politiques de démocratisation scolaire et culturelle. Et par ailleurs, j'essaie de montrer, mais c'est vrai que c'est peut-être que c'est pas immédiatement compris, mais j'essaie de montrer à plusieurs reprises que l'effet redistributif des politiques culturelles et éducatives, c'est quelque chose de compliqué, et que l'effet redistributif des politiques éducatives, malgré une certaine inertie d'inégalité, l'effet redistributif de ces politiques, il est quand même positif. C'est-à-dire que si on raisonne en termes de bénéfices relatifs, le bénéfice relatif de la diffusion de l'éducation, il est plus grand pour les catégories qui étaient initialement les plus éloignées du monde scolaire. Donc ça, c'est quand même plutôt un argument qui va en faveur de... Bon, voilà. Après, ça n'efface pas les désillusions, ça n'efface pas le maintien des inégalités, ça, voilà. Mais donc bon, après, comment, sur la façon dont c'est lu, moi, ce qui m'a un peu déconcerté, c'est pour ça que j'ai bien aimé la façon dont vous m'avez interrogé les uns les autres aujourd'hui, mais ce qui m'a un peu agacé dans la façon dont le bouquin a été lu parfois, pas tellement dans les recensions presse, mais plutôt dans les trucs de radio, c'est que on ne parle que de omnivore, univore, alors que je parle pas que de ça dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est quand même qu'un aspect de la recomposition des frontières culturelles, et que je pense que un des aspects que j'ai quand même essayé, sur lequel j'ai essayé, enfin, il y a quand même deux choses sur lesquelles j'ai essayé d'insister dans le bouquin, c'est le lien culture-éducation et puis le lien culture-politique aussi. Bon, et ça, bon, c'est un peu passé à la trappe. Je le regrette un peu parce que je crois aussi... alors là, c'est une collaboration qui est beaucoup plus facile qu'avec les neurosciences, mais je pense que les sociologues de la culture auraient tout intérêt effectivement à travailler avec les gens qui font de la sociologie politique ou de la sociologie électorale, parce que je pense que les logiques sous-jacentes sont quand même assez cousines. Et merci à tous pour votre participation. Merci Philippe Coulongeon, encore une fois. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et du coup, on se retrouve donc le 7 juin. Alors, en fait, pas ici dans l'auditorium, mais dans l'amphithéâtre juste à côté, pour la séance dédiée, sur l'ouvrage collectif où c'est Florence Eloi, du coup, effectivement, qui sera interviewée par Élodie Homel. Donc, le 7 juin, à la MSH toujours. À la prochaine.